Mes parents veulent que je meure pour que mon frère puisse aller à l'université. Quand j'avais 8 ans, mon frère Jackson a gagné un concours d'orthographe et mes parents lui ont organisé une fête avec 50 invités et un gâteau à 3 étages. Quand j'ai gagné le concours scientifique le mois suivant, ils ont oublié de venir me chercher à l'école et j'ai dû rentrer à pied en portant mon trophée sous la pluie. Ça résume assez bien mon enfance. Jackson était l'enfant miracle qu'ils avaient essayé d'avoir pendant 10 ans. J'étais l'accident qui est arrivé après qu'il l'ait déjà eu. Il a eu une chambre de bébé avec des peintures murales peintes à la main et un berceau qui a coûté plus cher qu'une voiture. J'ai eu un tiroir de commode et des couvertures d'occasion. Maman a gardé chaque bulletin, chaque dessin au crayon, chaque dent de lait dans des boîtes étiquetées. Mes affaires allaient directement à la poubelle. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai appris à ne plus rien attendre. J'ai commencé à prendre entièrement soin de moi. Je préparais mes propres déjeuners, je faisais ma propre lessive, j'allais seule à l'école à pied. Jackson se faisait conduire dans la voiture de maman, même si nous allions au même endroit. Je les regardais partir pendant que je commençais ma marche de 40 minutes. Le sac à dos lourd rempli de livres que j'avais achetés moi-même avec l'argent du babysitting. Les professeurs pensaient que j'étais très indépendante. En réalité, je n'avais tout simplement pas le choix. Le pire était la façon dont ils me faisaient du gaslighting à ce sujet. « Nous vous aimons tous les deux également », disait maman assise à un autre des matchs de hockey de Jackson. Elle n'était venue à aucune de mes compétitions d'athlétisme de toute la saison. « Tu t'imagines des choses ?» insistait papa en montrant des photos de Jackson à ses collègues, mais aucune de moi. Ils avaient un sanctuaire entier pour Jackson dans le salon. Des trophées, des certificats, des photos de chaque âge. J'avais une photo scolaire sur le réfrigérateur qui n'avait pas été mise à jour depuis la 2e année. L'occasion manquée et le diagnostic. À 16 ans, j'ai été acceptée au programme de sciences avancées de l'école. Bourse complète pour un camp d'été au MIT, le genre d'opportunité dont les enfants rêvent. J'ai couru à la maison avec la lettre. Enfin, quelque chose d'assez grand pour qu'ils y prêtent attention. Maman l'a regardé et a dit « C'est bien, mais Jackson a un match de baseball cette semaine-là. Donc, nous ne pouvons pas t'y emmener. » Le camp était à 3 heures de route. Elle ne manquerait pas un de ces matchs pour me donner l'opportunité de ma vie. Alors, j'ai pris un travail et j'ai économisé chaque centime pour l'université. À ce moment-là, je savais déjà qu'il ne paierait jamais la mienne. Jackson avait déjà un fonds universitaire dont maman parlait constamment. Nous avons économisé 40 000 $ pour ses études, se vantait-elle auprès des proches. Lorsque ces mêmes proches s'enquérèrent de mes projets universitaires, elle disait que j'obtiendrais probablement des bourses puisque j'étais le rat de bibliothèque. Comme si être intelligente était un prix de consolation pour ne pas être aimée. Puis, à 17 ans, j'ai commencé à tomber malade. Des ecchymoses partout. Un épuisement si intense que je pouvais à peine me tenir debout. Je l'ai ignoré pendant des mois car se plaindre ne menait à rien dans cette maison. Mais lorsque je me suis évanouie au travail et que je me suis réveillée à l'hôpital, les tests ont révélé une leucémie aiguë, suffisamment avancée pour que les médecins soient surpris que je sois encore debout. Pour la première fois de ma vie, mes parents m'ont regardée comme si j'avais de l'importance. Maman a vraiment pleuré, elle m'a tenu la main pendant la chimiothérapie. Elle a même dormi sur la chaise de l'hôpital. Papa a pris des congés, ce qu'il n'avait jamais fait pour mes événements scolaires, mais qu'il faisait maintenant que j'étais en train de mourir. Ils m'ont apporté des fleurs, des ballons et des ours en peluche. Toutes les choses que j'avais désirées enfant, mais que je n'avais jamais eues. Pendant 3 beaux mois, j'ai eu des parents qui m'aimaient. Le choix, l'université ou la vie. La chimiothérapie a fonctionné. Mes résultats se sont améliorés. Les médecins ont dit que j'avais une chance de m'en sortir si nous continuions. J'ai commencé à croire que peut-être cette maladie avait changé les choses. Peut-être que le fait de m'avoir presque perdue leur avait montré que je méritais d'être aimée. Maman a même dit qu'elle était fière de ma force. J'ai pleuré en entendant des mots que j'attendais depuis 17 ans. Puis, Jackson est entré à Columbia. Pas avec des bourses ou une aide financière. Ses notes n'étaient pas si bonnes. Mais c'était l'université de ses rêves et maman a dit qu'ils allaient faire en sorte que ça marche. Le lendemain, elle s'est assise sur mon lit d'hôpital avec ce faux air inquiet que je connaissais trop bien. « Chérie, nous devons parler des coûts de ton traitement. » Elle a commencé à dire que l'assurance ne couvrait qu'une partie et qu'avec les frais de scolarité de Jackson, je l'ai fixé pendant qu'elle m'expliquait qu'il devrait arrêter de payer ma chimiothérapie après ce cycle. Que l'éducation de Jackson était un investissement dans l'avenir, tandis que mon traitement ne faisait que prolonger l'inévitable, que j'avais eu une belle vie. L'avais-je eue? Et que je ne devrais pas être égoïste
au sujet des opportunités de Jackson. Elle a effectivement utilisé le mot égoïste à mon propos, moi qui ne voulais pas mourir d'un cancer pour que son fils préféré puisse aller à Columbia. Nous allons te mettre à l'aise, a-t-elle promis comme si c'était généreux. Mais Columbia n'accepte les étudiants qu'une seule fois. Et ton cancer reviendra probablement de toute façon. Elle l'a dit si naturellement, comme si elle avait déjà décidé que j'étais morte. Jackson avait besoin de cet argent pour son dortoir, son forfait repas et les voyages de vacances de printemps. J'en avais besoin pour vivre, mais cela n'avait jamais été la priorité. Je la regardais assise là, la mère qui m'avait tenu la main pendant la chimiothérapie juste assez longtemps pour sentir qu'elle avait fait son devoir. Maintenant que Jackson avait besoin de quelque chose, j'étais de nouveau sacrifiable, pire qu'oubliée. Activement sacrifiée. Elle choisissait littéralement son expérience universitaire plutôt que ma vie, et elle s'attendait à ce que je comprenne. La lutte pour la survie. Mais je n'allais pas lâcher prise sans me battre. J'ai attrapé mon téléphone dès que maman est partie, les mains tremblant tellement que j'arrivais à peine à déverrouiller l'écran. La pompe de chimiothérapie bourdonnait à côté de mon lit, tandis que je tapais « Émancipation médicale mineure » dans la barre de recherche et commençais à lire tout ce que je pouvais trouver. Il y avait des cas, de vrais cas d'adolescents qui s'étaient abattus pour leurs propres soins médicaux lorsque leurs parents refusèrent le traitement. J'ai pris des captures d'écran des définitions juridiques, des lois sur les droits des patients, des histoires de jeunes qui avaient gagné devant les tribunaux. Mes yeux brûlaient à force de regarder l'écran lumineux dans la pièce sombre, mais j'ai continué, enregistrant article après article sur des mineurs cherchant l'autorité de prendre des décisions médicales. La perfusion a tiré sur mon bras lorsque j'ai changé de position. Mais je m'en fichais. Chaque page que je lisais me donnait un peu plus d'espoir que peut-être je n'avais pas à accepter de mourir, simplement parce que mes parents avaient décidé que la chambre de Jackson importait plus que ma vie. Lorsque le soleil a commencé à se lever par la fenêtre de l'hôpital, j'avais 2 douzaines de captures d'écran et une compréhension de base de ce que signifiait la négligence médicale en termes juridiques. La batterie de mon téléphone était à 6% et mes yeux étaient comme du papier de verre, mais j'avais enfin quelque chose qui ressemblait à un plan. Le Dr Stone est entré pour les visites du matin vers 7h00, a regardé mon visage et s'est arrêté sur le seuil. Il m'a demandé si tout allait bien à la maison, d'une voix prudente, comme s'il soupçonnait déjà que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de rester forte, mais les mots ont simplement jailli. Je lui ai raconté ce que maman avait dit d'arrêter mon traitement après ce cycle, à propos de Jackson et de Columbia, et comment elle avait littéralement dit que mon cancer reviendrait probablement de toute façon. Alors pourquoi gaspiller l'argent? L'expression du Dr Stone est passée de l'inquiétude à quelque chose de plus dur, de plus en colère. Il a serré la mâchoire et a laissé tomber sa tablette sur le comptoir plus fort que nécessaire. Il m'a demandé de répéter exactement ce qu'elle avait dit, et je l'ai fait, le regardant s'énerver progressivement à chaque mot. Quand j'ai eu fini, il a sorti son téléphone et a commencé à taper rapidement, tout son corps tendu. Le Dr Stone m'a dit qu'il appelait l'assistante sociale de l'hôpital sur le champ et que je ne sortirais pas avant que nous ayons trouvé toutes les options possibles pour continuer mes soins. Il s'est assis sur la chaise à côté de mon lit et m'a expliqué en termes clairs ce qui se passerait si nous arrêtions le traitement maintenant. Le cancer réagissait très bien à la chimiothérapie. Mes numérations cellulaires s'amélioraient. Tous les signes indiquaient une rémission réussie si nous complétions le protocole complet. Mais s'arrêter maintenant, alors que nous n'étions qu'à mi-chemin, serait ce qu'il a appelé « médicalement catastrophique ». Il a dit que la leucémie reviendrait presque certainement en quelques mois, probablement plus agressive qu'avant, et mes chances de survie seraient réduites à néant. Il a continué à insister sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une situation où nous prolongions l'inévitable, comme l'affirmait maman. Il s'agissait d'arrêter un traitement qui fonctionnait activement et de me condamner à mort alors que j'avais toutes les chances de vivre. La façon dont il l'a dit, directe, factuelle et en colère, a rendu tout cela plus réel que la fausse voix inquiète de maman. L'assistante sociale et la négligence médicale Judith Green est arrivée moins d'une heure plus tard. Une femme d'une 40aine d'années avec des yeux fatigués et une démarche pragmatique. Elle portait un bloc-notes légal et s'est présentée comme l'assistante sociale de l'hôpital, puis a tiré une chaise à côté de mon lit et s'est assise comme si elle avait tout le temps du monde. Elle m'a dit qu'elle avait déjà géré des cas comme le mien, et quelque chose dans la façon dont elle l'a dit m'a fait la croire. Elle m'a demandé de commencer par le début et d'expliquer ma situation familiale, tout ce qui avait mené à ce moment. Pour la première fois de ma vie, un adulte écoutait vraiment, sans interrompre, sans trouver d'excuses, juste en prenant des notes et en hochant la tête pendant que je parlais.
Elle avait une façon de me regarder qui me faisait clairement comprendre qu'elle croyait chaque mot, qu'elle n'allait pas écarter cela comme un drame d'adolescente ou un désaccord familial. Quand j'ai fait une pause, elle a posé des questions spécifiques sur le moment, sur les schémas, sur depuis combien de temps les choses étaient ainsi. Je lui ai tout raconté, et les mots sont venus plus facilement que ce à quoi je m'attendais. La fête du concours d'orthographe avec 50 invités et un gâteau à 3 étages contre mon trophée du concours scientifique que j'ai ramené à la maison sous la pluie parce qu'ils avaient oublié de venir me chercher. La chambre de bébé de Jackson avec des peintures murales peintes à la main comparées à mon tiroir de commode et mes couvertures d'occasion. Le camp d'été du MIT auquel je n'ai pas pu aller parce que maman ne manquerait pas un de ses matchs de baseball pour me conduire 3 heures. Le fonds universitaire de 40 000 $ dont elle se vantait pour Jackson, tout en disant aux proches que j'obtiendrais probablement des bourses, puisque j'étais le rat de bibliothèque. Judith a tout écrit sans changer d'expression, ne demandant que mon âge lorsque différentes choses s'étaient reproduites. À quelle fréquence mes événements étaient manqués, si quelqu'un d'autre avait été témoin du favoritisme. Elle a voulu savoir pour les 3 mois où il s'était réellement montré pendant la chimiothérapie, puis elle a demandé ce qui avait changé lorsque Jackson était entré à Columbia. Je lui ai expliqué la lettre d'acceptation et maman assise sur mon lit d'hôpital le lendemain pour me dire qu'ils arrêtèrent mon traitement. Judith a posé son stylo et m'a expliqué que les parents contrôlent légalement les décisions médicales des mineurs, ce que je savais déjà grâce à mes recherches. Mais ensuite, elle a dit qu'il existe des dispositions d'urgence dans la loi pour les situations où les tuteurs prennent des décisions qui mettent activement la vie d'un enfant en danger. Elle a utilisé le terme de négligence médicale. Et mon estomac s'est noué parce que cela signifiait accuser officiellement mes parents de me faire du mal. Cela signifiait en faire une affaire judiciaire, pas seulement un désaccord familial. Judith a vu ma réaction et m'a expliqué que la négligence médicale n'est pas une question d'intention, c'est une question de résultat. Si un parent refuse un traitement nécessaire pour sauver la vie d'un enfant, c'est de la négligence, quelles que soient ses raisons. Elle a dit « Les tribunaux prennent ces cas au sérieux car ils impliquent un mineur qui ne peut pas plaider sa propre cause. » Sauf que maintenant, je plaidais ma propre cause et elle allait m'aider à le faire correctement. Chiffres, argent et mon frère Judith a sorti son téléphone et a commencé à dresser une liste de ce que je devais rassembler. Mes dossiers médicaux complets depuis le diagnostic jusqu'au traitement actuel, le protocole de traitement complet montrant ce qui venait ensuite et l'avis médical professionnel du Dr Stone sur ce qui se passerait si la chimiothérapie s'arrêtait maintenant. Elle a dit qu'elle devait également contacter le comité d'éthique de l'hôpital, car cette situation impliquait l'autorité de prendre des décisions de vie ou de mort utilisées contre les souhaits d'un patient. Le comité d'éthique pouvait examiner si le choix de mes parents constituait une négligence médicale et faire des recommandations au tribunal de la famille. Elle a expliqué que tout cela se passerait rapidement, en quelques jours, pas en quelques semaines, car le temps était critique. Chaque jour où nous attendions était un jour de plus près de mon prochain cycle de chimiothérapie prévu, et nous avions besoin de clarté légale avant ce rendez-vous. Elle m'a demandé si j'étais sûre de vouloir aller de l'avant avec ça, car une fois que nous commencerions le processus, cela deviendrait compliqué, et mes parents sauraient que j'étais allée voir le personnel de l'hôpital. Je lui ai dit que j'étais sûre, car l'alternative était de mourir, et j'avais passé 17 ans à être l'enfant pour qui personne ne se battait, alors autant me battre pour moi-même. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Jackson pour lui demander de venir me voir seul, sans nos parents, car j'avais besoin de savoir où il se situait réellement dans tout ça. J'ai fixé le message pendant 1 minute avant d'appuyer sur envoyer. Je n'étais pas sûre de la réponse que je voulais qu'il donne. Une partie de moi espérait qu'il serait horrifié par ce que maman avait dit, qu'il proposerait immédiatement de contracter des prêts ou de reporter ses frais de scolarité. Une autre partie s'attendait à ce qu'il prenne leur parti comme il le faisait toujours, pour expliquer pourquoi son éducation était plus importante que ma vie. Le message est apparu comme livré, mais il n'a pas répondu immédiatement. J'ai regardé mon téléphone pendant un moment, puis je me suis forcée à le poser car l'obsession ne le ferait pas répondre plus vite. 3 heures se sont écoulées lentement, pendant que j'essayais de me distraire avec une terrible émission de télévision diurne. Finalement, mon téléphone a vibré avec sa réponse, disant qu'il viendrait après son quart de travail à l'épicerie où il travaillait à temps partiel. Il serait là vers 19 heures. Le message était court et ne me donnait aucun indice sur ce qu'il pensait. Mais au moins, il venait. Le Dr Stone est revenu en fin d'après-midi, portant un dossier et l'air sombre. Il l'a tendu à Judith, et j'ai vu que c'était plusieurs pages de documentation médicale dactylographiée avec l'entête officielle de l'hôpital. Il avait écrit mon pronostic complet en termes clairs.
Le genre de langage destiné à un tribunal plutôt qu'à une conversation décontractée. Le traitement continu me donnait un taux de survie à 5 ans de 70%, ce qui signifiait que 7 patients sur 10 comme moi seraient encore en vie dans 5 ans si nous terminions le protocole. Mais arrêter le traitement maintenant réduisait ce nombre à moins de 20% en 2 ans. Moins de 2 sur 10 s'en sortiraient. Voir ces chiffres réels écrits noir sur blanc a eu un impact différent. Ce n'était pas seulement le Dr Stone qui disait que le traitement était important. C'était une preuve mathématique que mes parents choisissaient de me placer dans le groupe des 20% plutôt que dans le groupe des 70%. Judith a lu les pages attentivement, surlignant certaines sections avec un marqueur jaune. Elle m'a regardée et a dit que cette documentation était exactement ce dont nous avions besoin. Qu'aucun juge ne pourrait regarder ces chiffres et dire que mes parents prenaient une décision médicale raisonnable. Quelqu'un du service de facturation de l'hôpital est passé juste avant le dîner. Un type d'apparence nerveuse avec une tablette qui a dit qu'il avait besoin de revoir mon compte. Il a montré des écrans de chiffres et de codes qui ne voulaient rien dire pour moi jusqu'à ce qu'il commence à les traduire en montants d'argent réel. Mon traitement jusqu'à présent avait coûté plus de 40 000 $, ce qui a fait bégayer mon cerveau car je ne pouvais pas imaginer qu'autant d'argent soit dépensé pour moi. L'assurance avait couvert environ 30 000 $, laissant mes parents responsables d'environ 10 000 $ de quote-part et de franchise. Les cycles restants dont j'avais besoin coûteraient 30 000 suppleux, Menters au total, elle, assurance couvrant probablement 1000 et laissant 10 000 $ de frais à ma charge. Donc, mes parents choisissaient essentiellement de ne pas payer 10 000 $, et ce choix me tuerait. 10 000 $ était exactement le montant qu'ils avaient économisé dans le fonds universitaire de Jackson. Le type de la facturation a continué à parler de plans de paiement et de programmes d'aide financière, mais tout ce à quoi je pouvais penser était à quel point le choix de maman prenait soudain un horrible sens financier, même s'il était moralement répugnant. Elle ne choisissait pas entre 40 000 et ma vie. Elle choisissait entre 1000 et ma vie. Et elle a décidé que 10 000 $ était trop cher à dépenser pour l'enfant qu'elle n'avait jamais voulu de toute façon. J'ai passé les heures suivantes assise seule avec ces chiffres brûlants dans mon cerveau, essayant de comprendre comment ma vie s'était résumée à un problème mathématique que mes parents ne pouvaient pas résoudre. La confrontation avec Jackson le dîner est arrivée sur un plateau en plastique et j'ai repoussé la nourriture sans rien manger parce que mon estomac était noué. L'horloge murale indiquait 18h47 lorsque j'ai entendu des pas dans le couloir. Puis Jackson est apparu sur le seuil, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Son uniforme de travail était froissé et il y avait des cernes sous ses yeux qui le faisaient apparaître plus vieux que 19 ans. Il est entré et s'est assis sur la chaise à côté de mon lit sans rien dire au début, fixant juste ses mains comme s'il ne savait pas par où commencer. Puis il a lâché qu'il avait dit à maman qu'il contracterait des prêts étudiants pour Columbia. Qu'il n'avait pas besoin d'utiliser le fonds universitaire, si cela signifiait arrêter mon traitement. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine pendant une seconde, avant qu'il ne continue à parler. Elle avait catégoriquement refusé. Elle lui a dit que les prêts ruineraient son crédit et son avenir. Elle a dit que j'étais dramatique avec toute cette histoire de toute façon. Selon maman, le traitement ne fonctionnerait probablement pas à long terme, alors pourquoi gaspiller de l'argent qui pourrait lui donner une réelle chance de succès? La voix de Jackson s'est brisée lorsqu'il a répété ces mots, et j'ai pu voir ses mains trembler. Je lui ai demandé directement s'il pensait que son université valait plus que ma vie, et la question est restée en suspens entre nous, comme une chose physique. Puis il a commencé à pleurer, de vraies larmes coulant sur son visage tandis qu'il essayait d'expliquer qu'il ne savait plus quoi faire. Maman avait contrôlé chaque choix qu'il avait fait. Elle avait choisi ses cours, ses activités et ses amis. Elle lui avait dit exactement qui il était censé être. Il a dit qu'il avait peur de les décevoir, mais il savait que ce qu'il me faisait était mal. Et être coincé entre ces deux choses le déchirait. Une partie de moi voulait le plaindre, mais la plupart du temps, je me sentais fatiguée parce que même maintenant, il ramenait cela à ses sentiments plutôt qu'à ma survie réelle. Il s'est essuyé le visage avec sa manche et a commencé à parler plus vite, me racontant des choses que je ne savais pas sur la situation financière de notre famille. L'entreprise de papa était en difficulté depuis 2 ans, perdant des clients au profit de grandes entreprises et gagnant à peine assez pour couvrir les dépenses. Ils avaient des dettes de cartes de crédit et une deuxième hypothèque sur la maison, noyées sous les factures qui ne cessèrent de s'accumuler. Le fonds universitaire n'était plus vraiment de 40 000 $, mais plutôt de 30 000 $ après qu'ils y aient emprunté pour couvrir des réparations d'urgence et des factures médicales lorsque papa avait eu cette alerte de santé l'année dernière.
Entendre tout cela a fait comprendre pourquoi il paniquait à propos de l'argent, mais cela ne changeait pas le fait fondamental qu'il choisissait de me laisser mourir plutôt que de trouver une autre solution. Jackson continuait d'expliquer comme si la dette rendait leur choix raisonnable, comme si être en faillite leur donnait la permission de sacrifier un enfant pour l'autre. Je lui ai dit que beaucoup de familles avaient des problèmes d'argent et ne décidèrent pas de tuer leurs enfants à cause de cela, et il a tressailli comme si je l'avais frappé. Nous sommes restés assis là dans un silence inconfortable jusqu'à ce que Judith frappe au cadre de la porte et rentre avec un dossier. Elle a regardé Jackson puis moi, lisant clairement la tension dans la pièce. Elle a demandé à Jackson s'il accepterait d'écrire une déclaration sur la situation familiale, sur le modèle de favoritisme et de négligence qu'il avait vu grandir. Il a hésité, et je pouvais le voir se débattre avec l'idée d'aller officiellement à l'encontre de nos parents, de le mettre par écrit où il pourrait être utilisé devant un tribunal. Mais ensuite, il a hoché la tête et a dit qu'il écrirait tout ce dont il avait été témoin depuis que nous étions enfants. Toutes les fois où il l'avait choisi lui plutôt que moi, ou oublié que j'existais. Judith lui a tendu quelques papiers et un stylo. Elle lui a dit d'être précise sur les dates et les événements s'il s'en souvenait. L'escalade juridique. Après le départ de Jackson avec les papiers fourrés sous le bras, Judith s'est assise et nous avons parlé de la suite. Elle a dit qu'elle avait passé l'après-midi à téléphoner, à préparer le terrain pour les démarches légales que nous allions devoir entreprendre. L'hôpital me soutenait entièrement, ce qui signifiait que j'avais des ressources et un soutien que la plupart des enfants dans ma situation n'auraient pas. Cette nuit-là, après le départ de Judith et la fin des rondes de nuit des infirmières, j'étais allongée sur le lit, fixant le plafond et essayant de ne penser à rien. Mon téléphone sur la table de chevet a commencé à sonner vers 21h00 et j'ai su sans regarder que c'était maman. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça bascule sur la messagerie vocale, puis j'ai entendu sa voix par le haut-parleur car j'étais trop fatiguée pour l'éteindre. Elle a dit que j'étais égoïste et que j'essayais de manipuler tout le monde, que j'essayais de détruire l'avenir de Jackson par jalousie parce que je l'avais toujours détesté d'être le préféré. Elle m'a dit que je devais accepter la réalité et arrêter de causer des problèmes à la famille, que les faire mal paraître à l'hôpital et impliquer des assistantes sociales n'était que ma façon d'être méchante. Sa voix était aiguë et en colère, mais il y avait quelque chose en dessous qui aurait pu être de la peur. Comme si elle savait que ce qu'elle avait fait était mal, mais ne pouvait pas l'admettre. La messagerie vocale s'est terminée et je l'ai effacée sans la sauvegarder, puis j'ai éteint la sonnerie du téléphone pour qu'elle ne puisse plus rappeler. Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit-là. Et quand je me suis finalement endormie, j'ai fait des rêves où je me noyais pendant que les gens regardèrent depuis le rivage. Le matin est arrivé, avec une faible lumière du soleil à travers la fenêtre de l'hôpital et la routine habituelle des infirmières, vérifiant mes signes vitaux et apportant le petit déjeuner que je ne pouvais pas manger. Judith est arrivée vers 8h, portant un café et l'air résolu à propos de quelque chose. Elle avait quelqu'un avec elle, un homme d'une 30aine d'années en costume, qui avait l'air professionnel, mais pas cher. Elle l'a présenté comme Youssef Saxton, un avocat d'aide juridique qui travaillait sur des cas impliquant des enfants et des droits médicaux. Il m'a serré la main et s'est assis avec le dossier que Judith avait préparé, lisant tout attentivement tout en prenant des notes sur un bloc-notes légal jaune. Après environ 20 minutes, il a levé les yeux et m'a dit que nous avions des motifs pour une affaire judiciaire d'urgence. Mon cœur a commencé à battre plus vite parce que cela arrivait vraiment. Nous allions nous battre contre mes parents devant les tribunaux pour savoir si j'allais vivre. Youssef m'a expliqué l'ensemble du processus en termes clairs qui ne me traitèrent pas de haut, ni n'essayèrent de le faire paraître plus simple qu'il ne l'était. Nous allions déposer une requête pour une autorité temporaire, afin que les décisions médicales soient transférées de mes parents à l'hôpital pour l'instant, pendant que nous travaillions sur quelque chose de plus grand. Ensuite, nous ferions pression pour une liberté limitée pour les décisions de soins de santé jusqu'à mes 18 ans dans 7 mois, ce qui n'était pas des droits d'adulte complets, mais me permettrait de dire oui à mon propre traitement. Il a dit qu'il agirait rapidement parce que c'était une question de vie ou de mort, que les juges prenaient ces cas au sérieux lorsque la survie d'un enfant était en jeu. Le comité d'éthique de l'hôpital a programmé une réunion d'urgence pour le lendemain, ce qui signifiait que tout allait plus vite que ce à quoi je m'attendais. Cet après-midi-là, une femme nommée Laia Hansen du groupe d'éthique est venue m'interviewer seule sans Judith, Youssef ou aucun médecin à proximité. Elle avait peut-être 50 ans avec des cheveux gris et des yeux gentils, et elle m'a posé des questions détaillées pour savoir si je comprenais ce qu'impliquait le traitement et ce qui se passerait si je l'arrêtais. Elle voulait savoir si les médecins me poussaient à continuer ou si c'était vraiment mon propre choix.
et j'ai pu sentir qu'elle essayait de déterminer si j'étais assez mature pour prendre cette décision. Je lui ai dit que je prenais mes propres décisions depuis l'âge de 10 ans, décidant quoi manger et quand dormir, et comment me rendre à l'école parce que mes parents avaient abandonné l'idée de m'élever il y a longtemps. La seule différence maintenant était que ce choix particulier déciderait si je vivais ou mourais, plutôt que de simplement savoir si j'avais des vêtements propres ou un déjeuner préparé. Laïa a tout écrit et a posé plus de questions sur ma relation avec mes parents, sur Jackson, sur la façon dont j'avais géré la maladie. Puis elle m'a demandé quel avenir je voulais, et j'ai réalisé avec une étrange secousse que je ne m'étais pas permis de penser au-delà du mois suivant. La survie s'était sentie si impossible que planifier quoi que ce soit au-delà semblait inutile. Je lui ai dit que je voulais finir le lycée et peut-être aller à l'université communautaire, avoir un travail que je n'aimais pas, et juste exister sans me battre constamment pour des miettes d'attention de la part de personnes censées m'aimer. Cela semblait si basique quand je l'ai dit à voix haute, comme le strict minimum de ce que devrait être une vie. Mais c'était plus que ce que je m'étais permis d'espérer auparavant. Le dernier combat. Cet après-midi-là, mes parents sont arrivés sans prévenir. Et je les ai entendus avant de les voir car leurs voix se répercutèrent dans le couloir. Ils avaient amené un avocat avec eux, un homme plus âgé en costume gris, qui a commencé à parler de droits parentaux et de vie privée familiale avant même d'arriver à ma chambre. Judith a dû les surveiller car elle les a interceptés juste devant ma porte. Et soudain, il y a eu 3 adultes qui se disputaient avec des voix de plus en plus fortes. Je suis restée assise, paralysée sur mon lit d'hôpital, écoutant maman dire que j'étais difficile, et l'avocat affirmant qu'ils avaient le droit de prendre des décisions médicales pour leur enfant mineur. La voix de Judith est restée calme mais ferme, expliquant que l'hôpital avait de sérieuses préoccupations concernant la négligence médicale et qu'une revue d'éthique était déjà en cours. L'avocat a menacé de poursuites et d'abus de pouvoir, puis leurs voix se sont éloignées dans le couloir jusqu'à ce que je ne puisse plus distinguer les mots. Juste des sons de colère qui me serrèrent la poitrine. L'infirmière est venue vérifier mes signes vitaux environ 20 minutes plus tard. Une femme nommée Sandra, qui s'était occupée de moi au cours de la dernière semaine. Elle a ajusté ma perfusion sans rien dire au début, mais ensuite elle a regardé la porte fermée et a parlé à voix basse. Elle m'a dit qu'elle avait déjà vu ça. Des parents qui ne pouvaient pas gérer l'argent ou la peur ou simplement le poids épuisant d'un enfant gravement malade. Certains d'entre eux se convainquaient que l'abandon était en fait de la miséricorde, qu'ils libérèrent leur enfant de la souffrance alors qu'en réalité, ils ne faisaient que se libérer eux-mêmes de devoir continuer à se battre. Elle m'a regardé droit dans les yeux lorsqu'elle a dit que ce n'était pas mon travail de faciliter leur choix en mourant à leur convenance. Ces mots m'ont frappé fort, car personne ne l'avait dit aussi clairement auparavant, que mes parents voulaient la sortie facile et s'attendaient à ce que je coopère. Sandra a fini avec ma perfusion et est partie sans rien dire de plus, mais j'ai continué à penser à ce qu'elle avait dit en regardant mon téléphone. Vers 18h00, Jackson m'a envoyé un SMS avec une photo qui a mis 1 minute à se charger. Et quand elle est finalement arrivée, j'ai vu 3 pages d'écriture manuscrite sur du papier ligné. Il avait écrit la déclaration pour Judith, et même sur le petit écran du téléphone, j'ai pu lire quelque chose. Chaque fête d'anniversaire que je n'ai pas eue, chaque événement scolaire qu'ils ont manqué, chaque fois qu'ils l'ont choisi lui plutôt que moi ou ont oublié que j'existais. Les mots étaient en désordre, comme s'il avait écrit vite, ou peut-être que sa main tremblait. Et à la fin, il a écrit qu'il avait honte de ne pas m'avoir défendu plus tôt et qu'il témoignerait s'ils en avaient besoin. J'ai enregistré la photo, puis je suis restée assise là, tenant mon téléphone. Je n'étais pas sûre de ce que je devais ressentir à propos de mon frère qui voyait enfin ce que j'avais vécu toute ma vie. Préparation et espoir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir même si l'hôpital était silencieux et que mon corps était épuisé par la chimiothérapie. J'ai continué à penser au tribunal, aux avocats et au fait de devoir prouver que mes parents m'avaient négligée. Devoir convaincre des étrangers que j'étais digne d'être sauvée. Vers 2h du matin, j'ai renoncé à dormir et j'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone. Et j'ai commencé à écrire tout. Ce que cela faisait d'être l'enfant non désiré. Rentrer à la maison seule pendant que Jackson se faisait conduire. Acheter mes propres fournitures scolaires avec l'argent du babysitting. Le trophée du concours scientifique trempé sous la pluie. Le camp du MIT auquel je n'ai jamais pu aller. Préparer mes propres déjeuners à partir de la 4e année. Le sanctuaire pour Jackson dans le salon. Et ma photo périmée sur le réfrigérateur. J'ai écrit sur chaque anniversaire oublié et chaque réunion d'athlétisme manquée et chaque fois qu'ils avaient choisi son match de hockey plutôt que tout ce dont j'avais besoin,
Les mots sont venus rapidement une fois que j'ai commencé. Pas de colère exactement, mais juste factuelle. Comme si je documentais des preuves de quelque chose qui avait toujours été vrai, mais que personne n'avait jamais reconnu. Lorsque la faible lumière du matin a commencé à filtrer par ma fenêtre, j'avais 5 pages de notes à simple interligne, 17 ans d'être le second choix organisé en exemples clairs prouvant un schéma. Je me sentais étrange à ce sujet, comme si je construisais un dossier contre mes propres parents. Mais Judith avait dit que nous avions besoin de documentation, et c'était ce que j'avais à offrir. Le comité d'éthique s'est réuni le jour même, et Judith est venue m'en parler après, s'installant dans la chaise à côté de mon lit avec un sourire fatigué. Elle a dit qu'ils avaient voté à l'unanimité pour soutenir la pétition. 3 jours après l'annonce de maman, je me suis habillée avec des vêtements normaux au lieu d'une chemise d'hôpital, et Youssef m'a conduite au palais de justice, un vieil immeuble de briques du centre-ville qui sentait la cire à bois et l'anxiété quand nous sommes entrés. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Juste un bureau normal avec un pupitre pour la juge et des chaises disposées en rangée. Je me suis assise à côté de Youssef d'un côté, tandis que mes parents et leur avocat s'asseyèrent de l'autre. Assez près pour que je puisse voir le visage de maman, mais elle ne me regardait pas du tout. Papa fixait ses mains et Jackson n'était pas là, car Judith avait dit qu'il valait mieux qu'il reste à l'écart à moins qu'il n'ait besoin de lui pour témoigner. La juge est entrée et tout le monde s'est levé, puis nous nous sommes rassis et l'audience a commencé. L'audience d'urgence. Le Dr Stone a témoigné en premier, marchant vers l'avant avec un épais dossier de mes antécédents médicaux. Il a présenté tout cela en termes clairs et simples que n'importe qui pouvait comprendre, expliquant que ma leucémie réagissait bien au traitement, mais qu'arrêter maintenant serait une condamnation à mort en quelques mois. Il a montré des graphiques de mes numérations sanguines s'améliorant et a expliqué exactement ce que feraient les cycles de traitement restants. Et il a clairement déclaré que terminer le protocole me donnait d'excellentes chances de survie à long terme. Lorsque l'avocat de mes parents a tenté de suggérer que le cancer pourrait revenir de toute façon, le Dr Stone l'a rapidement écarté, disant que c'était vrai pour tout patient atteint de cancer. Mais que ce n'était pas une raison pour arrêter de traiter quelqu'un dont la maladie réagissait activement à la thérapie. Judith est montée à la barre ensuite et a ouvert un épais classeur contenant tout ce qu'elle avait rassemblé au cours de la dernière semaine. Elle a parcouru ses entretiens avec moi, Jackson, les infirmières qui avaient vu mes parents disparaître au moment où Columbia est entrée en scène. Elle a lu des sections de la déclaration de 3 pages de Jackson sur chaque fête d'anniversaire que je n'ai pas eue. Chaque événement scolaire qu'ils ont manqué, chaque fois qu'ils l'ont choisi, lui plutôt que moi, depuis que nous étions enfants. Puis elle a présenté mes propres 5 pages de documentation. 17 ans d'être l'accident qu'ils n'ont jamais voulu. Et on pouvait voir les gens dans la salle d'audience se tortiller. Elle a exposé le schéma si clairement que même l'avocat de mes parents semblait mal à l'aise. Toute cette histoire de négligence qui existait bien avant que le cancer n'en fasse une question de vie ou de mort. Les preuves couvraient la table devant la juge. Des pages et des pages prouvant que je m'étais élevée seule depuis l'âge de 10 ans alors qu'il consacrait tout à Jackson. L'avocat de mes parents s'est levé et a argumenté qu'ils avaient été présents pendant mon traitement, que maman avait dormi sur les chaises de l'hôpital et que papa avait pris des congés. Il a souligné les 3 mois où il s'était représenté au rendez-vous de chimiothérapie comme si cela effaçait 17 ans de néant. Youssef s'est levé à son tour et a posé une simple question qui a transpercé tout cela. Il a voulu savoir pourquoi ses soins s'étaient arrêtés au moment exact où les projets universitaires de Jackson avaient besoin d'argent. Pourquoi ma vie ne valait leur attention que jusqu'à ce qu'elle entre en concurrence avec les rêves de leur fils préféré. L'avocat n'a pas eu de bonne réponse à cela. Il a simplement continué à répéter que ils avaient été là quand c'était important. Mais Youssef a clairement indiqué que si c'était vraiment important, je ne me battrais pas pour un traitement devant les tribunaux en ce moment. Mon témoignage et le verdict. Puis la juge m'a regardée et a dit que je devais témoigner, et mes jambes étaient tremblantes en marchant vers l'avant de la salle. Elle m'a demandé directement ce que je voulais, et ma voix est sortie plus petite que prévu. J'ai dit que je voulais vivre, que je voulais terminer le traitement qui fonctionnait, que mon cancer s'améliorait et que l'arrêter maintenant me tuerait en quelques mois. Je lui ai dit que je comprenais que mes parents ne pouvaient pas ou ne voulaient pas payer, mais que cela ne devrait pas signifier que je doive mourir, qu'il devait y avoir d'autres options que de simplement renoncer à moi. J'ai gardé mes yeux fixés sur la juge car regarder maman et papa semblait impossible. Et je pouvais sentir les larmes monter, mais je les ai retenues car j'avais besoin de paraître assez forte pour mériter d'être sauvée. La juge s'est tournée vers mes parents et leur a demandé s'ils avaient étudié des plans de paiement, des soins de bienfaisance,
Medicaid, des collectes de fonds, quelque chose d'autre que de simplement décider d'arrêter le traitement. Papa a admis qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il pensait que le refus de l'assurance signifiait qu'il n'existait pas d'autres options. Et le visage de la juge a montré exactement ce qu'elle pensait de cette réponse. Elle a demandé pourquoi ils n'avaient pas contacté les conseillers financiers de l'hôpital ou recherché des programmes d'aide. Pourquoi leur première réponse à un problème d'argent était de laisser mourir leur fille. Papa n'a rien eu à dire à cela, et maman a fixé ses mains pendant que le silence s'éternisait. Maman a finalement parlé, sa voix tremblante, essayant d'argumenter qu'elle me protégeait d'un faux espoir et rendait mes derniers mois confortables au lieu d'être remplis de traitements douloureux. Mais même elle ne semblait pas y croire, les mots sortant mal, comme si elle lisait un scénario qu'elle avait mémorisé mais jamais vraiment compris. La juge s'est penchée en avant et lui a demandé directement si elle choisissait l'éducation de son fils plutôt que la vie de sa fille. Maman a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti, et ce silence a répondu à tout plus fort que les mots n'auraient pas pu le faire. On pouvait voir qu'elle essayait de trouver un moyen de rendre cela raisonnable. Une explication qui ferait que sacrifier un enfant pour un autre ressemblerait à une bonne parentalité. Mais il n'y en avait pas, et nous le savions tous. La juge a rendu son verdict immédiatement sans même se retirer pour réfléchir. Elle a accordé l'autorité d'urgence temporaire à l'hôpital pour continuer mon traitement pendant que la pétition d'émancipation complète était traitée par le système. Elle a ordonné à mes parents de coopérer avec les demandes de Medicaid et les examens de soins de bienfaisance pour fournir toute documentation financière dont l'hôpital aurait besoin. Le verdict signifiait que je pouvais continuer la chimiothérapie, peu importe ce qu'ils voulaient, que leur décision de me laisser mourir n'avait plus d'importance car le tribunal leur retirait ce choix. J'ai senti Youssef me presser l'épaule et j'ai réalisé que j'avais arrêté de respirer. Cette vague de soulagement était si forte qu'elle m'a étourdie. Conséquence, et la lutte continue. En quittant le palais de justice, maman a tenté de m'approcher, mais Youssef s'est interposé entre nous avant qu'elle ne s'approche. Il lui a rappelé que l'ordonnance comprenait des règles contre le harcèlement ou la tentative de me faire pression, qu'elle devait rester en retrait et me laisser partir sans histoire. Papa se tenait derrière elle, l'air vaincu, ses épaules affaissées comme si quelqu'un lui avait enlevé tout combat. Jackson se tenait près des portes du palais de justice, voulant clairement dire quelque chose, mais ne sachant pas quel mot pourrait aider. Je suis passée devant eux tous, Youssef me guidant vers sa voiture, sans regarder en arrière car je ne me faisais pas confiance pour ne pas m'effondrer si j'établissais un contact visuel. De retour à l'hôpital, Judith nous a accueillis dans son bureau avec une pile de papier Medicaid qui semblait avoir 3 pouces d'épaisseur. Elle a expliqué que nous demandions une couverture d'urgence en tant que mineurs ayant des besoins médicaux, ce qui signifiait prouver que mes parents ne pouvaient ou ne voulaient pas fournir les soins nécessaires. Les formulaires demandèrent des détails sur les revenus, les actifs, la composition du ménage, et nécessitaient une documentation de la négligence médicale qui nous avait conduits ici. Judith m'a guidée à travers chaque section, me montrant où signer et quelles informations elle avait déjà recueillies lors des procédures judiciaires. Ma main était engourdie à force de signer mon nom encore et encore, chaque signature une preuve de plus que j'étais seule. Le Dr Stone est passé pendant que nous terminions les papiers et a programmé mon prochain cycle de chimiothérapie dans 3 jours. Il a dit que le comité de soins de bienfaisance de l'hôpital examinerait mon cas pour une aide financière qui pourrait couvrir toute lacune que Medicaid ne prendrait pas en charge. Il semblait vraiment soulagé que le traitement puisse continuer sans interruption, comme s'il avait porté le poids de ma mort potentielle et qu'il pouvait enfin le déposer. Il m'a dit que mes résultats continuaient de s'améliorer et que si nous restions sur la bonne voie, je terminerais le protocole complet juste à temps pour la remise des diplômes. Peut-être même que je marcherais sur cette scène pour obtenir mon diplôme. Cette nuit-là, Jackson est venu dans ma chambre d'hôpital et nous nous sommes assis en silence pendant un moment, aucun de nous ne sachant comment commencer une conversation après tout ce qui s'était passé au tribunal. Finalement, il a dit qu'il avait dit à Columbia qu'il reporterait l'inscription d'1 an, qu'il avait besoin de temps pour travailler et économiser de l'argent avant de commencer l'université. Il a essayé de faire passer cela pour une décision pratique, mais nous savions tous les deux ce que cela signifiait vraiment, qu'il prenait ses distances avec la situation qui avait failli me tuer. Il ne pouvait pas aller à Columbia sachant que cela avait été acheté avec ma vie. Il ne pouvait pas s'asseoir à ses cours sans penser à la chimiothérapie que je n'aurais pas reçue si le tribunal n'était pas intervenu. Je voulais lui dire qu'il n'avait pas à sacrifier son avenir pour prouver qu'il était désolé. Mais peut-être qu'il avait besoin de faire cela pour lui-même,
pour savoir qu'il avait choisi différemment de nos parents lorsque cela comptait. J'ai dit à Jackson qu'il n'avait pas à renoncer à son avenir juste pour prouver quelque chose. Qu'il pouvait toujours aller à Columbia si c'était ce qu'il voulait vraiment. Il a secoué la tête et a dit qu'il avait déjà recherché des universités d'État avec une meilleure aide financière, que peut-être c'était vraiment mieux pour tout le monde à long terme. Il ne pouvait pas s'asseoir dans ces salles de classe de Columbia, sachant que les frais de scolarité avaient failli me coûter la vie. Il ne pouvait pas profiter de l'expérience avec ce poids planant sur tout. J'ai voulu argumenter, mais j'ai compris car j'avais passé 17 ans à porter une culpabilité qui n'était pas la mienne. Et j'ai reconnu ce regard sur son visage. Un nouveau système de soutien. Le lendemain matin, Mallory est arrivée avec une pile de dossiers et une expression déterminée, expliquant qu'elle avait parlé à mes professeurs pour mettre en place un apprentissage à distance afin que je puisse terminer ma dernière année depuis l'hôpital. Elle avait imprimé tous mes devoirs pour le mois à venir et obtenu des guides d'études de la part de camarades de mes cours. Puis elle a sorti un calendrier qu'elle avait fait avec un programme de rotation de collègues qui s'étaient reportés volontaires pour m'emmener au rendez-vous, des gens du restaurant qui me connaissaient à peine, mais voulaient quand même aider. Elle avait créé tout un système de soutien à partir de zéro, comblant les lacunes laissées par mes parents avec des personnes qui n'avaient aucune obligation de se soucier de moi. J'ai regardé ce calendrier avec 12 noms différents et j'ai senti quelque chose s'ouvrir dans ma poitrine car c'était à cela que ressemblait un véritable soutien. 2 semaines après l'audience, Judith est venue avec la nouvelle que la demande de Medicaid avait obtenu une approbation accélérée, couvrant la majorité de mes coûts de traitement futurs, ainsi que certaines des factures que nous avions déjà accumulées. Elle a expliqué que la documentation de négligence médicale avait fait de mon cas une priorité pour les services d'urgence, que le système agissait plus rapidement lorsqu'il y avait des preuves claires qu'un mineur était en danger. Entre Medicaid et ce que l'hôpital pouvait couvrir, mon traitement serait entièrement financé sans un seul dollar de mes parents. Le soulagement était si intense que je me suis sentie étourdie car pour la première fois depuis l'annonce de maman, je pouvais vraiment croire que j'allais survivre. 3 jours plus tard, une lettre formelle est arrivée par l'intermédiaire de l'avocat de mes parents demandant une visite supervisée. Elle était remplie d'un langage sur le désir de réparer notre relation et de travailler à la réconciliation. Youssef est passé ce soir-là pour la parcourir avec moi et m'a expliqué que je pouvais fixer les limites dont j'avais besoin, que je n'avais aucune obligation de les voir avant d'être prête. J'y ai réfléchi pendant peut-être 30 secondes avant de lui dire que je n'étais pas prête, que j'avais besoin de temps pour me concentrer sur le fait de surmonter le traitement sans le stress supplémentaire de gérer leurs émotions. Il a hoché la tête et a dit qu'il en informerait leur avocat, que ma guérison passait avant tout. Le comité de bienfaisance de l'hôpital s'est réuni la semaine suivante et Judith m'a appelé pour me dire qu'ils avaient approuvé la couverture pour tous mes frais restants à ma charge. Après avoir examiné les documents judiciaires et ma situation financière, elle m'a guidée à travers la ventilation, montrant comment Medicaid couvrait la majeure partie du traitement, tandis que les soins de bienfaisance comblèrent les lacunes pour des choses comme certains médicaments et des tests supplémentaires. Mon traitement contre le cancer était maintenant entièrement financé sans l'argent de mes parents, payé par des systèmes conçus pour protéger les enfants dont les familles avaient failli. Je suis restée assise avec cette information pendant longtemps, essayant de réaliser que j'avais vraiment réussi, que je m'étais battue pour ma propre survie et que j'avais gagné. Émancipation médicale et un avenir à moi. Quand mon cycle de chimiothérapie suivant a commencé, je me suis sentie physiquement terrible. Les nausées et l'épuisement ont frappé plus fort que lors des cycles précédents, mais émotionnellement, j'étais plus forte que je ne l'avais été depuis des mois. Ce traitement se déroulait parce que je m'étais battue pour lui, pas parce que quelqu'un me le donnait par amour ou par obligation. L'indépendance était solitaire d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, car une partie de moi voulait toujours des parents qui se soucieraient suffisamment pour se battre pour moi au lieu de me forcer à me battre seule. Mais cette survie était la mienne, et personne ne pouvait me l'enlever ou l'utiliser comme levier. Jackson a commencé à venir me voir toutes les semaines, généralement le jeudi soir après son quart de travail à l'épicerie, et nous nous asseyions dans ma chambre d'hôpital pour parler de choses normales comme ses collègues et mes cours à distance. Nous reconstruisions lentement quelque chose qui n'était pas de l'affection fraternelle, mais qui n'était pas non plus hostile. Trouver un juste milieu où nous pouvions exister dans le même espace sans le poids des décisions de nos parents écrasant tout. Il m'a parlé de postuler à l'université d'État et de chercher un travail à temps plein, faisant des plans qui ne tournaient pas autour de Columbia ou des attentes de maman. J'ai réalisé que nous apprenions tous les deux à exister en dehors du contrôle de nos parents pour la première fois, à découvrir qui nous étions lorsque nous ne jouions pas nos rôles assignés.
Un mois après l'audience d'urgence, Youssef a déposé la pétition formelle d'émancipation médicale limitée, ce qui me donnerait l'autorité légale de prendre mes propres décisions en matière de soins de santé jusqu'à mes 18 ans dans 7 mois. Il a expliqué que l'audience était prévue dans 6 semaines pour donner à chacun le temps de se préparer, bien qu'il s'attende à ce qu'elle se déroule sans accroc car mes parents ne la contestaient pas, et nous avions une documentation solide. La pétition ressemblait à la pièce finale, le cadre juridique qui me protégerait même après l'expiration de l'ordonnance d'urgence. Lors de mon prochain rendez-vous, le Dr Stone a passé en revue mes dernières analyses de sang, avec une excitation à peine contenue, expliquant que mes marqueurs de cancer continuaient de s'améliorer à un rythme dépassant ses projections initiales. Il a dit « Si cette trajectoire se maintient, je terminerai le traitement dans environ 4 mois avec un excellent pronostic de rémission à long terme. Entendre que je pourrais réellement survivre à cela, que je pourrais avoir des années au lieu de mois, m'a fait réaliser que je devais commencer à planifier un avenir que je ne m'étais jamais permis d'imaginer. J'avais été tellement concentrée sur le simple fait de traverser chaque jour que je n'avais pas pensé à ce qui viendrait ensuite, au genre de vie que je voulais construire une fois que je ne me battrais plus contre le cancer. Médiation est la dernière étape légale. La conseillère d'orientation a appelé la semaine suivante et nous avons organisé une réunion par appel vidéo où elle m'a guidée à travers un plan pour terminer ma dernière année via des cours en ligne et des tutorats à l'hôpital. Elle s'était arrangée pour que les professeurs envoient les devoirs par voie électronique et a programmé des points hebdomadaires pour s'assurer que je restais sur la bonne voie. Avec cette configuration, j'obtiendrai mon diplôme à temps malgré des mois d'absence en personne. Je marcherai sur cette scène en juin et recevrai mon diplôme comme si tout était normal. Avoir un plan qui s'étendait au-delà de la simple survie était révolutionnaire, comme si j'étais enfin autorisée à penser à un avenir qui m'incluait. Mallory est venue l'après-midi suivant avec son ordinateur portable et une liste de sites d'emploi à distance qu'elle avait recherchés. Elle a tiré une chaise jusqu'à mon lit d'hôpital et a commencé à me guider à travers les formulaires de candidature pour des postes de saisie de données, m'aidant à déterminer comment expliquer ma situation sans rendre les employeurs nerveux quant à ma disponibilité. Nous avons passé 3 heures à remplir des candidatures et à télécharger mon CV, qui semblait assez mince car la majeure partie de mon expérience professionnelle était serveuse au restaurant où elle travaillait encore. Elle n'arrêtait pas de m'encourager lorsque j'étais frustrée, me rappelant que n'importe quel revenu était mieux que rien, et que de nombreuses entreprises embauchèrent des travailleurs à distance spécifiquement parce qu'elles avaient besoin de personnes flexibles. À la fin de la journée, j'avais envoyé des candidatures à 12 entreprises différentes. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email d'une entreprise de dossiers médicaux m'offrant un travail à temps partiel pour saisir des informations sur les patients dans leur système de base de données. Le salaire était le salaire minimum et je ne pouvais travailler que 15 heures par semaine en raison de mon horaire de traitement. Mais c'était à moi. Une semaine plus tard, Youssef m'a appelé pour me dire que l'avocat de mes parents avait demandé une séance de médiation avant l'audience d'émancipation complète. Il m'a expliqué que la médiation était volontaire et que je pouvais refuser, mais qu'elle pourrait aider à établir ma volonté de maintenir une sorte de relation avec eux, ce qui pourrait être bien vu par la juge. J'ai accepté une séance avec l'entente que Judith serait là tout le temps et que je pourrais partir quand je le voudrais. Le matin de la médiation, j'ai vomi 2 fois à cause des nerfs qui n'avaient rien à voir avec la chimiothérapie. Judith m'a rencontrée à l'extérieur de la salle de conférence et est entrée avec moi, sa main sur mon épaule d'une manière protectrice sans être envahissante. Maman et papa étaient déjà assis d'un côté de la table avec leur avocat et j'ai pris le siège directement en face d'eux avec Judith à mes côtés. L'air était épais et mauvais, comme si nous respirions tous un oxygène différent. Maman a commencé à pleurer avant même que quiconque ne lui demande de parler. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle s'excusait de ne pas avoir mieux géré les choses. Elle a dit qu'elle avait été tellement effrayée quand j'étais tombée malade, tellement submergée par les factures médicales et les bagarres avec l'assurance et le fait de me voir souffrir avec la chimiothérapie. Elle a parlé de la difficulté que cela avait été pour elle, de la façon dont elle n'avait pas dormi pendant des mois, de la façon dont elle se sentait noyée sous des choix impossibles. Chaque phrase tournait autour de sa propre douleur, de sa propre peur, de sa propre lutte pour faire face à ma maladie. Elle a dit qu'elle savait qu'elle avait fait des erreurs, mais que je devais comprendre à quel point elle avait été terrifiée, à quel point la pression de maintenir notre famille à flot financièrement l'avait écrasée. J'étais assise là à l'écouter transformer mon cancer en son propre chagrin. Papa a à peine parlé, il est resté assis à fixer ses mains pendant que maman pleurait et expliquait et justifiait. Lorsque leur avocat lui a finalement demandé s'il avait quelque chose à ajouter,
Il s'est éclairci la gorge et a dit qu'ils avaient repris des décisions terribles par panique et désespoir. Il a admis que me voir me battre si fort pour ma propre vie, me voir engager un avocat et aller au tribunal, et refuser de simplement accepter de mourir en silence, lui avait fait réaliser à quel point il m'avait complètement manqué en tant que parent. Sa voix s'est brisée en le disant, et j'ai pu me rendre compte qu'il le pensait vraiment. Je leur ai dit que je ne savais pas si je pourrais un jour avoir une relation normale parent-enfant avec eux. J'ai dit que j'étais disposée à avoir un contact supervisé s'ils respectaient mes limites et cessaient d'essayer de contrôler mes décisions médicales, mais que j'avais besoin qu'ils comprennent que je ne leur ferais peut-être plus jamais confiance. Je leur ai expliqué qu'ils avaient passé 17 ans à me montrer que je n'avais pas d'importance, et 3 mois de visites à l'hôpital pendant mon traitement contre le cancer n'effaçaient pas cela. Je leur ai dit que l'émancipation n'était pas une question de les punir. C'était une question de me protéger des personnes qui avaient montré qu'elles me sacrifieraient lorsque cela leur convenait. La libération légale. L'audience d'émancipation complète a eu lieu 6 semaines plus tard. Youssef m'a dit que mes parents ne prévoyaient pas de contester la pétition, que leur avocat avait déposé une déclaration disant qu'il soutenait mon droit de prendre mes propres décisions médicales. Nous sommes entrés ensemble dans la salle d'audience et j'ai vu mes parents assis au dernier rang, pas à la table des accusés cette fois. Jackson était avec eux. La juge était différente. L'audience elle-même a été rapide. Youssef a présenté toute la documentation que nous avions rassemblée. La juge a annoncé qu'elle accordait l'émancipation médicale limitée avec effet immédiat et qu'elle durerait jusqu'à mon 18e anniversaire dans 7 mois. Puis elle m'a regardé directement et a dit que j'avais fait preuve de plus de maturité et d'autodéfense que de nombreux adultes qu'elle voyait dans sa salle d'audience. J'ai quitté le palais de justice légalement libre de prendre mes propres décisions médicales. Je ne dépendais plus de parents qui avaient prouvé qu'on ne pouvait pas leur confier ma vie. Avec l'autorité légale assurée et le traitement financé par Medicaid et les soins de bienfaisance, j'ai finalement pu me concentrer sur le simple fait de surmonter la chimiothérapie sans me battre constamment pour le droit de la recevoir. Jackson a commencé à me rendre visite toutes les semaines et nous reconstruisions lentement notre relation. Il m'a parlé de postuler à l'université d'État et de chercher du travail. J'ai réalisé que nous apprenions tous les deux à exister en dehors du contrôle de nos parents pour la première fois. Lors d'une soirée tranquille dans mon appartement, j'ai fait de la place sur la petite étagère près de ma fenêtre. J'ai placé mon vieux trophée de concours scientifique en premier, celui que j'avais ramené à la maison sous la pluie à 8 ans. À côté, j'ai mis ma lettre d'acceptation au programme d'été du MIT. Ensuite, j'ai ajouté les documents judiciaires de mon audience d'émancipation. Ces 3 éléments racontaient toute mon histoire, la preuve que j'avais toujours valu la peine d'être sauvée, même lorsque j'avais dû faire le combat moi-même. J'ai regardé ce petit sanctuaire à ma propre survie. Le mien célébrait les fois où je m'étais sauvée moi-même au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse.